Programme de formation en ligne de mini-master professionnel en analyse géopolitique, défense et sécurité internationale. Unité 2. Histoire et évolution des systèmes de sécurité internationale. Module conçu et développé par International SRM LLC. Objectif pédagogique du module. Chers stratèges, en analyse géopolitique, défense et sécurité internationale, à la fin de ce module, vous serez capable de comprendre l'évolution des systèmes de sécurité mondiale et l'impact des grands conflits historiques sur les structures de défense internationale. Chapitre 1. Les grands conflits et alliances du XXe siècle. Contenu, les guerres mondiales, la guerre froide et leurs impacts sur la sécurité internationale. Exemple pratique. L'impact de la guerre froide sur les relations internationales et la sécurité mondiale. Exercice. Élaborer une frise chronologique des événements marquants de la sécurité internationale. Chapitre 2. Les organisations internationales et la sécurité collective. Contenu. Le rôle de l'ONU, de l'OTAN et des autres organisations dans la gestion des crises internationales. Scénario pratique. Analyser l'interaction entre l'ONU et l'OTAN lors d'une intervention en Afrique. Exercice. Simuler une intervention internationale dans une crise géopolitique. Chers analystes en géopolitique, défense et sécurité internationale, bienvenue dans le chapitre 1 de ce module 2. Dans ce module 2, nous allons entreprendre un voyage fascinant à travers l'histoire des grands conflits qui ont façonné le monde que nous connaissons. Comprendre le passé est essentiel pour analyser le présent et anticiper l'avenir en matière de géopolitique, de défense et de sécurité internationale. Préparez-vous à plonger au cœur des événements qui ont redéfini les alliances, les frontières et les doctrines stratégiques. Objectif général du module. À l'issue de ce module, vous serez capable de comprendre l'évolution des systèmes de sécurité mondiale depuis le début du XXe siècle. Identifier l'impact des grands conflits historiques sur les structures de défense internationale et la formation des organisations actuelles. Contextualiser les défis sécuritaires contemporains en les reliant à leurs racines historiques. Chapitre 1. Les grands conflits et alliances du XXe siècle. Bienvenue dans le chapitre 1. Ce chapitre 1 est intitulé « Les grands conflits et alliances du XXe siècle ». Introduction du chapitre. Une Europe à vif, au bord du précipice. Le XXe siècle, souvent qualifié de siècle des extrêmes, a été marqué par des bouleversements sans précédent, dont 2 guerres mondiales et une confrontation idéologique glaciale. Ce chapitre d'ouverture se concentre sur les dynamiques qui ont transformé l'Europe, puis le monde, en un immense champ de bataille. Nous allons explorer comment les nationalismes, les ambitions impériales et les systèmes d'alliances complexes ont créé une poudrière prête à exploser. Objectif général du chapitre. À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure d'analyser les causes profondes des grands conflits du XXe siècle et de comprendre leur influence sur la structure de la sécurité internationale. 1.1. La Première Guerre mondiale, 1914-1918. L'embrasement d'un continent. Introduction de la section « La Première Guerre mondiale, aussi appelée la Grande Guerre, n'a pas éclaté subitement. Elle fut le résultat d'une accumulation de tensions, de rivalités et d'idéologies agressives qui ont miné la paix européenne pendant des décennies. Au cœur de ces tensions, le nationalisme a joué un rôle de catalyseur majeur. Contexte historique, les nationalismes exacerbés en Europe, fin 19e, début 20e siècle. Imaginez l'Europe à la veille de 1914 comme une cocotte minute sous pression. Chaque pays est une entité distincte, fière de son identité, de son histoire, de sa langue. Mais cette fierté, le nationalisme, n'est pas toujours saine. Elle peut devenir une force politique et émotionnelle destructrice, transformant les ambitions des États en revendications territoriales, militaires et culturelles, souvent exclusives et agressives envers les voisins. Objectif pédagogique de cette sous-section. À la fin de cette capsule, l'apprenant pourra 1. Définir précisément le concept de nationalisme tel qu'il s'est manifesté au début du XXe siècle. 2. Identifier les principaux points chauds ou foyers de tensions nationalistes en Europe avant 1914. 3. Expliquer en détail comment ces tensions nationalistes ont agi comme un moteur puissant vers la guerre. 1. Comprendre le nationalisme en Europe, 1871-1914. Une idéologie à double tranchant. Le nationalisme du XIXe siècle a d'abord été une force unificatrice, comme en Italie et en Allemagne. Cependant, au début du XXe siècle,
Il se transforme en une idéologie agressive, alimentant la compétition entre États. Chaque nation se considère supérieure et légitime à étendre son influence, ses frontières, parfois même sa race. Question de réflexion rapide. Avant d'aller plus loin, comment définiriez-vous le nationalisme en vos propres mots et voyez-vous des manifestations de cette idée aujourd'hui? Notez vos réflexions, nous y reviendrons. Focus 1. Le cas français, le revanchisme, 1871-1914. Le revanchisme français est un exemple éloquent de la façon dont le nationalisme peut être nourri par l'humiliation et le désir de réparation. 1. Contexte historique. La guerre franco-prussienne, 1870-1871. Le duel impérial et l'ascension prussienne. La France de Napoléon III, cherchant à maintenir son hégémonie continentale, entre en guerre contre la Prusse, une puissance montante dirigée par l'ambitieux chancelier Otto von Bismarck. Bismarck, lui, vise l'unification des États allemands sous la coupe prussienne. La chute de Sedan et la proclamation à Versailles, le conflit tourne rapidement et brutalement à l'avantage prussien. En septembre 1870, l'armée française est écrasée à Sedan et Napoléon III est capturé. Cet événement marque non seulement une défaite militaire cuisante, mais aussi la fin du Second Empire français. En janvier 1871, l'Empire allemand est proclamé dans la majestueuse galerie des glaces du château de Versailles. Ce n'est pas un hasard. Choisir le symbole même de la monarchie française pour proclamer la nouvelle puissance allemande est une humiliation délibérée, un message clair adressé à la France et au monde. Le traité de Francfort, 10 mai 1871. Une blessure qui ne cicatrise pas. La France est contrainte de céder deux de ses régions stratégiques et symboliques, l'Alsace et une partie de la Lorraine à l'Allemagne. Ces régions ne sont pas de simples territoires. Elles sont perçues par la population française comme le cœur de la patrie, non seulement pour leur importance économique, bassin houillé, industrie naissante et stratégique, frontière du Rhin, mais surtout pour leur culture profondément francophone et leur histoire liée à la France. La perte est ressentie comme une amputation de l'âme nationale. 1. La naissance du revanchisme, le désir ardent de revanche. Le mot revanchisme entre alors dans le vocabulaire politique et populaire. Il ne s'agit pas seulement d'un sentiment, mais d'un programme. Un désir de revanche militaire, morale et territoriale pour laver l'humiliation et récupérer les provinces perdues. A. Une blessure nationale profonde. La perte de l'Alsace-Lorraine est vécue comme une humiliation collective qui imprègne toutes les couches de la société française. La population locale des régions annexées est confrontée à un dilemme déchirant. Accepter la nationalité allemande ou opter pour la nationalité française et souvent fuir vers la France. Cette situation alimente une rancœur durable et une hostilité envers l'Allemagne. B. L'école, usine à patriotisme. La Troisième République française, née de la défaite de 1870, utilise l'école comme un instrument puissant d'instruction patriotique et de ciment national. Les manuels scolaires de l'époque ne cachent pas leur message. Ils présentent l'Allemagne comme une menace existentielle et insistent sur le devoir de mémoire et de reconquête. On y lit des phrases comme « Ils ont pris l'Alsace, ils ont pris la Lorraine, il faut les reprendre ». Dans chaque salle de classe, des cartes murales montrent les provinces perdues en couleurs différentes pour graver cette perte et le devoir de la récupérer dans l'imaginaire des enfants. C. La culture et la presse, moteur du sentiment patriotique. De nombreuses œuvres littéraires et artistiques, romans, poèmes, sculptures, évoquent la douleur de la perte de l'Alsace-Lorraine, maintenant ce souvenir vif. La presse, qui connaît un développement fulgurant, multiplie les caricatures et les éditoriaux appelant à l'union nationale contre l'ennemi héréditaire, diabolisant l'Allemagne. Des chansons populaires, comme « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine » deviennent des hymnes, chantés dans les foyers et les rassemblements. Cherchez cette chanson sur YouTube pour vous faire une idée de son impact émotionnel à l'époque. 1. Une diplomatie orientée vers la revanche. Rompre l'isolement. La France ne se contente pas de nourrir son ressentiment. Sur le plan international, elle cherche activement à rompre l'isolement diplomatique dans lequel l'a placé Bismarck après 1871. Elle signe des alliances stratégiques, d'abord avec la Russie en 1892, formant la double alliance, puis renforce son entente avec la Grande-Bretagne, l'entente cordiale en 1904, qui mènera à la triple entente. L'objectif est clair et non dissimulé, encercler l'Allemagne en cas de nouveau conflit afin de ne plus jamais se retrouver seule face à sa puissance. 1.
Mémoire et symbole, la revanche dans l'espace public. Partout en France, des monuments aux morts, des plaques commémoratives et des rues portant le nom de Alsace-Lorraine rappellent cette perte et le désir de revanche. À Paris, la célèbre statue de Strasbourg sur la place de la Concorde est régulièrement recouverte d'un crêpe noir chaque 10 mai, date anniversaire du traité de Francfort. C'est un rituel de deuil public, une protestation silencieuse mais visible qui rappelle constamment la blessure à la nation. Support pédagogique, clé pour la compréhension. Carte comparative, France avant, après 1871. Activité visuelle. Observez attentivement la carte de la France de 1871 qui montre la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, annexée par le nouvel empire allemand suite à la guerre franco-prussienne et au traité de Francfort. Le traité a également entraîné l'occupation de plusieurs départements français par les troupes allemandes jusqu'au versement des indemnités de guerre, même si la cession territoriale était permanente. Voyez-vous comment la perte de l'Alsace-Lorraine modifie le tracé de la frontière Est? Imaginez l'impact visuel d'une telle amputation pour les contemporains. Cette carte montre visuellement et de manière frappante la perte de territoire et l'importance stratégique des régions cédées. Carte comparative. France avant, après 1871 montre visuellement la perte de territoire. Après avoir visualisé ces cartes de la France de 1871, faites l'analyse de ces images. Que vous évoque cette image? Quel sentiment cherche-t-elle à provoquer chez l'observateur? Comment la douleur nationale est-elle mise en scène? Ces monuments sont des illustrations concrètes du deuil national et de la persistance d'une mémoire-blessure. Lecture et analyse approfondie d'un extrait de manuel scolaire, circa 1885. Titre du manuel: Le Tour de la France par deux enfants, 1877, par G. Bruno, pseudonyme de Madame Fouillé. Contexte: ce manuel était un best-seller absolu, présent dans toutes les écoles et a formé des générations de Français. Il était imprégné des valeurs de la République naissante. Patriotisme, travail, famille. Extrait à analyser. L'Alsace et la Lorraine, nos deux sœurs perdues, pleurent leur patrie. Elles n'ont pas voulu devenir allemandes, mais l'ennemi les a prises, comme un voleur s'empare de la maison d'autrui. Leur douleur est la nôtre. Les enfants de France ne doivent jamais oublier qu'un jour, il faudra les rendre à leur mère, la France. Analyse pédagogique de l'extrait. Comment l'école façonne-t-elle l'esprit? Personnification des régions. Nos deux sœurs. Cette stratégie littéraire est un puissant levier émotionnel. Elle crée un lien affectif presque familial avec l'élève, transformant des territoires en êtres vivants, souffrants, pour qui on doit agir. Opposition morale nette. La France est présentée comme la victime innocente, juste, tandis que l'Allemagne est le voleur, l'agresseur immoral. Cette simplification manichéenne est cruciale pour forger un esprit patriotique clair, sans nuance, et orienter les sentiments des jeunes vers une animosité légitime. Projection vers l'avenir et appel au devoir. L'enfant n'est pas simplement informé d'un événement passé. Il est directement interpellé et mobilisé moralement pour une action future. Il faudra les rendre. Cela insuffle un sens du devoir et une mission nationale de reconquête. Synthèse du revanchisme. Le revanchisme n'est pas qu'une simple émotion passagère. C'est un moteur politique, culturel et diplomatique central. Il structure toute une génération, imprègne l'éducation, oriente la politique étrangère et prépare psychologiquement la France à une future guerre avec l'Allemagne, la percevant comme une action juste et nécessaire pour la réparation d'une injustice historique. Question de réflexion et d'application pour l'apprenant. Ces questions vous aideront à consolider votre compréhension et à développer votre esprit critique. Prenez le temps d'y réfléchir. 1. Transmission du nationalisme. Comment l'État français, via l'école et la culture, a-t-il réussi à transmettre de manière si efficace le sentiment nationaliste et le désir de revanche aux enfants de la Troisième République? Quels sont, selon vous, les dangers d'une telle éducation nationaliste? Et, inversement, quels en sont les éventuels bénéfices pour la construction de l'unité nationale et de la citoyenneté? 2. La mémoire comme arme politique. En quoi la mémoire d'une défaite et le sentiment d'humiliation qui en découle peuvent-ils devenir une arme politique redoutable pour un gouvernement? Donnez un exemple contemporain où la mémoire d'un événement passé est utilisée à des fins politiques. 3. Nationalisme défensif ou offensif.
Le revanchisme français, tel que décrit, est-il une forme de nationalisme défensif, visant à protéger l'identité nationale, ou offensif, visant à étendre son influence ou récupérer des territoires par la force? Justifiez votre réponse en vous basant sur les actions diplomatiques et éducatives de la France de l'époque. 4. Mise en situation. Développement des compétences d'analyse. Imaginez une situation contemporaine, réelle ou fictive, dans laquelle deux régions frontalières de votre pays sont annexées à la suite d'une guerre avec un pays voisin. En tant que cadre au sein du gouvernement, par exemple, au ministère de l'Éducation, de la Culture ou de la Communication, comment pourriez-vous mobiliser les citoyens en vous inspirant des méthodes utilisées par la France après la perte de l'Alsace et de la Lorraine en 1871 ? Quels seraient les avantages et les inconvénients éthiques et stratégiques d'une telle approche aujourd'hui? Envoyez vos réponses et propositions détaillées à l'adresse suivante. contact@srminternational.srm.org. Email contact@srminternational.srm.org. Focus 2, le cas allemand, une puissance ascendante, 1871-1914. Introduction de la section L'Allemagne, un acteur qui change la donne en Europe. Après avoir vu comment le nationalisme français s'est transformé en un désir ardent de revanche, nous allons maintenant nous pencher sur l'autre acteur majeur du drame européen de la fin du 19e siècle, l'Allemagne. Son unification en 1871, loin d'être un simple événement local, a bouleversé l'équilibre des puissances en Europe et dans le monde. Imaginez l'apparition d'un nouveau géant économique et militaire au cœur d'un continent déjà sous tension. Ce géant allait rapidement chercher à affirmer sa place, non sans heurter les intérêts des autres puissances. Objectif pédagogique spécifique. À l'issue de cette séquence, l'apprenant sera capable de décrire les origines et les caractéristiques fondamentales de la puissance allemande après 1871. Politique, économique, militaire. Expliquer les objectifs de politique étrangère de l'Empire allemand, notamment sous l'ère de Guillaume II, la Weltpolitik. Identifier les éléments clés du militarisme allemand qui ont contribué à déséquilibrer l'Europe et à générer un climat de peur et de compétition. 1. La naissance d'un empire puissant au cœur de l'Europe. L'unification par le fer et le sang. Introduction de la sous-section. Comment un pays est-il né de la guerre? Avant 1871, l'Allemagne, telle que nous la connaissons, n'existait pas. Il s'agissait d'une mosaïque de petits États. Comment sont-ils passés d'une collection d'entités indépendantes à un empire unifié et redoutable? C'est l'histoire d'un homme, d'une stratégie et de guerres orchestrées avec une précision glaçante. Contexte historique. Avant 1871, une mosaïque d'États germaniques. Imaginez une carte de l'Europe centrale avant 1871. Au lieu d'une Allemagne compacte, vous auriez vu une quarantaine d'États, plus ou moins indépendants, grands et petits. Deux puissances principales se disputaient l'influence sur ces territoires germanophones. L'Empire d'Autriche, une puissance ancienne, catholique et surtout multinationale. Cela signifie qu'elle régnait sur une mosaïque de peuples très différents. Autrichiens, Hongrois, Tchèques, Polonais, Croates, Italiens. Cette diversité était une force, mais aussi une vulnérabilité face aux nationalismes émergents. Le royaume de Prusse, situé plus au nord, c'était une puissance protestante, caractérisée par une forte tradition militaire, une administration efficace et une industrialisation rapide, notamment dans la sidérurgie, un atout majeur. Les guerres de Bismarck, la stratégie de l'unification par le fer et le sang. L'artisan principal de cette unification fut Otto von Bismarck. C'était un homme politique prussien d'une intelligence redoutable et d'un pragmatisme implacable. Nommé chancelier par le roi Guillaume Ier, il était convaincu que l'unité allemande ne se ferait pas par des débats parlementaires ou des aspirations populaires, mais par la force. Sa devise célèbre, « Le fer et le sang », est très révélatrice. Le fer symbolise la puissance militaire, les canons, les fusils, et le sang représente la guerre, les sacrifices qu'il était prêt à consentir pour atteindre son objectif. Pour Bismarck, la guerre était un outil politique légitime et nécessaire pour forger la nation allemande. Objectif général de Bismarck, unir les États allemands autour de la Prusse, exclure l'Autriche de l'influence germanique, affirmer la puissance militaire prussienne et créer un empire fort et stable au centre de l'Europe. 3 étapes clés de l'unification allemande sous Bismarck. Bismarck a procédé méthodiquement, en orchestrant 3 conflits successifs. Chacune de ces guerres n'était pas un accident,
mais une étape calculée vers l'objectif final de l'unification. 1. Guerre des duchés, Prusse en Autriche vs Danemark. 1864. Contexte. Les duchés de Schleswig et Holstein, bien que majoritairement germanophones, étaient sous l'autorité du Danemark. Cela créait un sujet de discorde légitime au sein de la Confédération germanique. Déroulement. La Prusse, astucieusement, s'allie temporairement avec l'Autriche. Ensemble, elles attaquent contre le Danemark. La guerre est courte et la victoire des puissances germaniques est rapide et écrasante. Conséquence. Schleswig revient à la Prusse et Holstein à l'Autriche. Objectif caché de Bismarck. Cette répartition compliquée des duchés n'est pas une solution à long terme. Elle est délibérément pensée pour créer un casus belli, un motif de guerre, avec l'Autriche, son principal rival pour le leadership allemand. Bismarck savait que cette question entraînerait inévitablement un conflit avec l'Autriche, qu'il prévoyait de gagner. 1. Guerre austro-prussienne, 1866, ou guerre des 7 semaines. Contexte. Comme prévu par Bismarck, les tensions montent rapidement entre Vienne, Autriche et Berlin, Prusse, au sujet de la gestion des duchés. Bismarck cherche désormais à éliminer l'Autriche de l'équation allemande et à affirmer la suprématie prussienne. Déroulement. La Prusse, avec une armée remarquablement organisée et modernisée, grâce à des réformes militaires profondes, écrase l'Autriche à la bataille décisive de Sadowa. C'est une victoire fulgurante qui prouve l'efficacité de la machine de guerre prussienne. Conséquence, l'Autriche est définitivement exclue de la Confédération germanique, mettant fin à des siècles de primauté des Habsbourg sur l'espace germanique. La Confédération de l'Allemagne du Nord est fondée, regroupant les États allemands du Nord sous la direction directe de la Prusse. Les États allemands du Sud, Bavière, Wurtemberg, etc., restent encore autonomes, mais ils sont désormais isolés et se rapprochent de la Prusse par des accords militaires. Objectif de Bismarck. Établir l'hégémonie prussienne sur les États germaniques, marginalisant son rival historique, l'Autriche. 1. Guerre franco-prussienne, 1870-1871. Contexte. Pour achever l'unification, Bismarck a besoin de mobiliser les États du Sud. Il sait qu'un ennemi extérieur puissant peut souder une nation. Il provoque la France de Napoléon III, notamment via la célèbre dépêche d'Ems, un télégramme qu'il manipule pour le rendre insultant. Napoléon III, poussé par un nationalisme français blessé et le désir de maintenir la prééminence française en Europe, tombe dans le piège et déclare la guerre à la Prusse. Déroulement. Dès le début du conflit, un point crucial. Les États allemands du Sud se rallient immédiatement à la Prusse. Cette union contre la France est un événement majeur. Pour la première fois, tous les États allemands combattent ensemble, forgeant un sentiment d'unité nationale puissant. L'armée prussienne, supérieure en organisation et en artillerie, remporte une victoire éclairante à Sedan, 2 septembre 1870. L'empereur Napoléon III est capturé et son régime, le Second Empire, s'effondre. À Paris, une insurrection populaire proclame la Troisième République, 4 septembre 1870. Malgré la résistance du nouveau gouvernement, l'armée française est encerclée et Paris est assiégé. En janvier 1871, la France est contrainte de capituler. Point pédagogique à souligner, cette guerre est le catalyseur final. Elle ne se contente pas d'être une victoire militaire, elle cristallise l'unité allemande. Les alliances militaires se transforment en une union politique durable, cimentée par une victoire éclatante et une fierté nationale partagée contre un ennemi commun. Conséquence majeure, l'unité allemande est achevée dans un élan d'enthousiasme national sans précédent. L'Empire allemand, Deuxième Reich, est solennellement proclamé le 18 janvier 1871 à Versailles. La France perd l'Alsace et une partie de la Lorraine, des territoires hautement symboliques. Cette perte sera la source du revanchisme français, un facteur déterminant des tensions jusqu'à la Première Guerre mondiale. Objectif de Bismarck. Finaliser l'unité allemande en mobilisant l'émotion nationale contre un ennemi extérieur, la France, tout en renforçant de manière décisive le prestige et l'hégémonie de la Prusse sur le nouvel empire. Question de compréhension rapide. Pourquoi peut-on dire que la guerre franco-prussienne a été le coup de grâce pour l'unification allemande, même si l'Autriche était le principal rival de la Prusse? 1. 1871. La proclamation de l'Empire allemand à Versailles. Un acte de fondation et d'humiliation. Introduction de la sous-section. Un empire est né et une humiliation semée. Le 18 janvier 1871,
n'est pas qu'une date dans l'histoire. C'est un événement chargé de symboles qui scelle non seulement la naissance de l'Allemagne moderne, mais aussi l'humiliation profonde de la France, posant ainsi les bases de décennies de rancœur. 18 janvier 1871, un moment hautement symbolique. Dans un geste politique et symbolique d'une portée immense, le roi de Prusse Guillaume Ier est proclamé Kaiser, empereur, d'un empire allemand unifié dans la célèbre galerie des glaces du château de Versailles. Ce lieu n'est pas choisi au hasard. Versailles est l'incarnation de la puissance monarchique française, le palais du roi Soleil, Louis XIV. Proclamer l'empire allemand dans ce lieu est un acte délibéré d'humiliation de la France vaincue et une déclaration forte de la nouvelle suprématie allemande en Europe. Cet événement marque la naissance du Deuxième Reich allemand, qui se veut le successeur revendiqué du Saint-Empire romain germanique, Premier Reich, disparu en 1806. Pourquoi Versailles? Une stratégie psychologique. Choix stratégique et psychologique. Versailles était le cœur symbolique de la puissance royale française sous Louis XIV. Ce choix n'était pas neutre. Message de supériorité. Par cette proclamation, la Prusse et le nouvel empire allemand imposèrent leur supériorité militaire et politique au cœur même du prestige français. C'était une démonstration de force qui dépassait le simple gain territorial. Un message à toute l'Europe. L'événement envoyait un message clair à l'ensemble du continent. L'Allemagne était désormais une puissance unifiée, victorieuse et centrale, et il faudrait compter avec elle. Conséquences immédiates, une Europe transformée. Naissance officielle de l'Empire allemand, une nouvelle entité politique fédérale, dirigée par le Kaiser Guillaume Ier, avec Bismarck comme chancelier impérial. La Prusse domine largement ce nouvel empire. Annexion de l'Alsace et du nord de la Lorraine. Ces territoires sont considérés par l'Allemagne comme des régions historiquement germaniques. Cela renforce l'unité allemande, mais nourrit, comme nous l'avons vu précédemment, un profond sentiment de revanche en France, le revanchisme, qui influencera la politique française jusqu'à 1914. Humiliation nationale pour la France. La perte de ces provinces, symboliques et économiquement importantes, ainsi que la proclamation à Versailles, sont vécues comme une blessure profonde et une injustice à laver. Petit point d'histoire sur l'Alsace et la Lorraine, le destin de l'Alsace et de la Lorraine illustre parfaitement les soubresauts du XXe siècle. Après la Première Guerre mondiale, 1918, elles sont rendues à la France en vertu du traité de Versailles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 1940-1944, elles sont à nouveau annexées par l'Allemagne nazie. Après la Seconde Guerre mondiale, 1944-1945, elles sont définitivement réintégrées à la France. Support visuel crucial, le tableau d'Anton von Werner, la proclamation de l'Empire allemand à Versailles. Ce tableau, réalisé en 1877, tableau d'Anton von Werner, la proclamation de l'Empire allemand à Versailles, n'est pas une simple illustration historique, c'est une œuvre de propagande commandée pour glorifier l'unité et la puissance du nouvel empire. Il est essentiel de savoir, lire cette image pour en saisir toute la portée politique. Question de réflexion. En quoi le choix de représenter majoritairement des figures militaires dans le tableau d'Anton von Werner en dit long sur la nature de l'empire allemand de l'époque? 1. Les fondements de l'unité allemande, 1871. Une construction politique, culturelle et économique profonde. Introduction de la sous-section. Plus qu'une victoire militaire, une nation forgée. L'unité allemande ne fut pas qu'une simple victoire militaire. C'était le point culminant d'un processus plus profond, reposant sur des bases solides. Comprendre ces fondements est essentiel pour saisir pourquoi l'Allemagne est devenue si rapidement une puissance redoutable. L'unité allemande proclamée en 1871 n'est pas seulement le fruit de la guerre et de la diplomatie. Elle repose sur des fondements plus profonds qui consolident le sentiment d'identité nationale, une culture partagée, une autorité centralisée forte et une réussite économique éclatante. 1. Une identité culturelle commune, le Volksgeist, langue allemande unificatrice. Malgré les dialectes régionaux, la langue allemande est parlée dans l'ensemble des États germaniques, constituant un ciment culturel puissant. Une langue commune permet de partager des idées, des histoires et un sens d'appartenance. Références culturelles partagées. Les grands de la culture allemande, Goethe, Schiller, littérature, Kant, Hegel, Fichte, philosophie, ont créé un héritage intellectuel et artistique commun. Ce que l'on appelle le Volksgeist, ou esprit du peuple germanique, a forgé un sentiment d'appartenance collective bien avant l'unification politique.
c'était l'idée d'une âme allemande unique. Malgré les divisions religieuses, catholiques au sud, protestants au nord, un fort sentiment d'appartenance à une culture germanique émerge et se renforce au XIXe siècle, transcendant les différences religieuses. Cette culture commune a préparé le terrain psychologique et social à l'unification politique, facilitant l'acceptation du nouvel État. 1. Une vision autoritaire et militariste du pouvoir. Le modèle prussien. La Prusse, État le plus puissant et le plus centralisé, impose son modèle, une structure étatique centralisée, disciplinée et fondée sur l'obéissance. Cela tranche avec la fragmentation et le manque d'efficacité des anciens petits États. Le nouvel empire, Deuxième Reich, est dirigé par le Kaiser, empereur, avec un chancelier puissant comme Bismarck, et une élite issue principalement des milieux militaires et aristocratiques, les Junkers, la noblesse terrienne prussienne. L'armée n'est pas seulement un instrument de défense, elle devient un symbole de l'unité allemande, célébrée comme garante de l'ordre, de la sécurité et de la grandeur nationale, avec un poids politique considérable. L'autorité prussienne n'est pas contestée, elle est largement acceptée comme moteur de la stabilité et du progrès de la nation, renforçant la cohésion interne. 1. Un dynamisme économique sans précédent, la locomotive européenne. L'Allemagne investit massivement et de manière très organisée dans l'industrie lourde, acier, charbon, sidérurgie. Les bassins de la Ruhr et de la Sarre sont des centres vitaux. L'Allemagne devient un atelier du monde, concurrent de l'Angleterre. Le développement ferroviaire, un maillage dense et efficace du territoire, essentiel pour l'intégration économique et la mobilité des ressources, y compris militaires. Imaginez le temps gagné pour transporter le charbon des mines aux usines, ou les soldats vers les frontières. Éducation technique de pointe. Le système éducatif allemand est à l'avant-garde, avec des écoles professionnelles, des universités prestigieuses et des laboratoires scientifiques de renommée mondiale. Cela permet la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et innovante. C'est l'un des secrets de leur réussite industrielle. Soutien actif de l'État à l'industrie. Politique protectionniste, qui favorise les produits nationaux, subventions aux entreprises stratégiques et soutien à l'expansion économique. Cela favorise l'apparition de conglomérats industriels puissants comme Krupp, armement, acier, BASF, chimie, Siemens, électricité, ingénierie, qui deviennent des acteurs mondiaux. L'économie devient un levier de puissance, une source immense de fierté nationale et un facteur de cohésion sociale, démontrant la supériorité du modèle allemand. À retenir, l'unité allemande ne repose pas uniquement sur la victoire militaire. Elle s'appuie sur une combinaison puissante et synergique de une identité culturelle, partagée et unifiée, langue, histoire, pensée, une structure d'autorité stable, efficace et militaire, le modèle prussien, un modèle économique performant, tourné vers l'innovation, l'industrie et une éducation de pointe. Question de réflexion rapide, pourquoi un pays qui met l'accent sur une éducation technique de pointe et une collaboration forte entre l'industrie et la recherche est-il particulièrement bien positionné pour devenir une grande puissance au début du XXe siècle? Pensez aux besoins de cette époque. 1. Une puissance industrielle et économique émergente, le géant se réveille. Introduction de la sous-section, l'Allemagne défie les puissances établies. Après son unification, l'Allemagne n'a pas seulement consolidé son territoire, elle a connu une explosion économique et industrielle. Cette croissance fulgurante l'a transformée en un concurrent redoutable pour les puissances établies comme le Royaume-Uni et la France, et a alimenté un désir d'affirmation sur la scène mondiale. Entre 1871, année de l'unification, et 1914, veille de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne connaît une croissance spectaculaire et devient l'une des principales puissances économiques mondiales. Sa croissance s'appuie sur l'innovation, un État stratège et une classe industrielle puissante qui la propulse devant la Grande-Bretagne dans certains secteurs industriels. La machine allemande, un modèle intégré et performant. Grands groupes industriels emblématiques, Krupp, géant de la métallurgie, de l'acier et de l'armement, symbole de la puissance industrielle allemande. Ces canons étaient redoutables. Siemens, leader mondial en ingénierie électrique, télégraphe, téléphonie, pionnier des nouvelles technologies. BASF, un des plus grands groupes de chimie industrielle, teinture, engrais, médicaments, illustrant l'excellence allemande dans la recherche appliquée. Rôle fort de l'État. L'État allemand est un acteur clé de ce développement.
Subventions aux entreprises stratégiques pour favoriser leur croissance. Soutien à la colonisation, limitée mais existante, pour obtenir des matières premières et ouvrir de nouveaux marchés. Investissement massif dans les infrastructures, ports, chemins de fer, canaux, un système éducatif de qualité, un pilier fondamental de cette réussite, universités et écoles techniques de haut niveau, polytechniques, axées sur l'excellence scientifique et technique. Formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et disciplinée, capable d'innover et de produire efficacement. Collaboration active et très efficace entre l'industrie, la recherche universitaire et l'État, créant un cercle vertueux d'innovation et de croissance rapide. L'Allemagne forme un écosystème économique cohérent, tourné vers la croissance, l'innovation et le renforcement de la puissance nationale, ce qui est perçu avec une inquiétude grandissante par ses voisins, en particulier le Royaume-Uni. À retenir, le développement industriel allemand, appuyé par un État planificateur et une société disciplinée et éduquée, fait de l'Allemagne une puissance économique redoutée en Europe. Cette montée en puissance est un moteur essentiel du nationalisme allemand et alimente directement les rivalités internationales, en particulier avec la Grande-Bretagne et la France. C'est une puissance qui se sent désormais à l'étroit et cherche à étendre son influence. Question de réflexion. En quoi le fait que l'Allemagne devienne un leader mondial en chimie et électricité, plutôt qu'uniquement en sidérurgie, a-t-il pu donner un avantage stratégique à long terme, y compris en matière militaire, avant la Première Guerre mondiale ? 1. L'ambition impériale sous Guillaume II, 1898-1914. La Weltpolitik. Introduction de la sous-section. De la prudence de Bismarck à l'audace de Guillaume II. Après le départ de Bismarck, la politique étrangère allemande prend un virage radical. Le nouvel empereur, Guillaume II, est un homme impatient et ambitieux, qui rêve d'une Allemagne non seulement puissante en Europe, mais reconnue comme une puissance mondiale. Cette ambition, appelée Weltpolitik, va tendre les relations internationales jusqu'au point de rupture. Un changement de cap diplomatique majeur, fin de l'ère bismarckienne 1888. Guillaume II devient empereur, Kaiser, succédant à son grand-père, Guillaume Ier. Il est jeune, impulsif et a une vision grandiloquente de la place de l'Allemagne dans le monde. 1890. Il contraint le vieux chancelier Bismarck à la démission, le jugeant trop modéré et trop attaché à l'équilibre européen. Bismarck, l'architecte de l'unité, avait pourtant réussi à maintenir la paix en Europe pendant près de 20 ans après 1871. Guillaume II veut rompre avec la réelle-politique prudente de Bismarck, qui se basait sur le maintien de l'équilibre et des alliances défensives. Il initie une nouvelle doctrine internationale appelée Weltpolitik ou politique mondiale. Objectif de la Weltpolitik, faire de l'Allemagne une puissance globale à la hauteur des empires britanniques et français, revendiquant sa place au soleil sur la scène internationale par tous les moyens nécessaires. Il s'agit de projeter la puissance allemande bien au-delà de ses frontières européennes. Citation emblématique. L'Allemagne doit avoir sa place au soleil. Guillaume II. Cette phrase célèbre résume parfaitement la volonté de Guillaume II de concurrencer les grandes puissances coloniales établies, Royaume-Uni, France, et de s'affirmer comme leur égal, voire supérieur, sur la scène mondiale, y compris par des moyens agressifs. C'est une revendication de statut. Ce qu'il faut comprendre, cette nouvelle stratégie impériale accroît considérablement les tensions internationales, transformant les rivalités latentes en confrontations directes. Elle est perçue comme une menace sérieuse par le Royaume-Uni, en raison de la course navale, perçue comme une menace directe à sa suprématie maritime vitale pour son empire. La France, à cause des crises coloniales au Maroc, où l'Allemagne conteste l'influence française, et du souvenir toujours vif de 1871. La Russie, en raison des conflits d'influence dans les Balkans et en Orient, où l'Allemagne soutient l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman, au détriment des intérêts russes. La Weltpolitik repose moins sur des conquêtes concrètes massives que sur une démonstration de puissance constante, un nationalisme agressif et une recherche de prestige mondial, ce qui est perçu comme une menace par les puissances établies, craignant le bouleversement de l'ordre existant. C'est une politique de muscles qui effraie. Question de réflexion. Si vous étiez un diplomate britannique ou français au début du XXe siècle, comment auriez-vous interprété la Weltpolitik de Guillaume II ? Quelle serait votre principale crainte ? 1. Un militarisme affiché et inquiétant. L'épée au cœur de la nation. Introduction de la sous-section, une nation sous les drapeaux.
Le militarisme n'était pas seulement une politique en Allemagne, c'était un mode de vie, une valeur fondamentale, profondément ancrée dans la société et la culture. Cette glorification de l'armée et de la force a contribué à créer un climat de tension où la guerre devenait non pas une option, mais une éventualité acceptée, voire souhaitée. Entre 1890 et 1914, l'Empire allemand adopte une posture de plus en plus militaire et agressive. Ce choix stratégique, profondément hérité de la tradition prussienne et renforcé par l'ambition de Guillaume II, inquiète profondément les autres grandes puissances européennes, qui y voient un signal clair de guerre. Une société profondément militarisée, l'armée comme modèle. L'armée allemande ne se limite pas à un rôle de défense. Elle devient un pilier central de l'État, de l'identité nationale allemande et un modèle social omniprésent. Une menace croissante pour les puissances européennes, la course aux armements. Le militarisme allemand, combiné à l'ambition impériale de Guillaume II, la Weltpolitik, bouscule les équilibres diplomatiques établis et alimente une course aux armements généralisés, terrestres et navals, augmentant le risque de conflit. Cette montée en tension conduit à la formation de blocs d'alliances rigides et mécaniques. Support audio-pédagogique, extrait de discours de Guillaume II vers 1900. L'analyse des discours de l'époque est fondamentale pour comprendre l'état d'esprit des dirigeants. Écoutez cet extrait si vous avez accès à une ressource audio, ou imaginez le ton. Discours, je suis le protecteur de tous les Allemands et le guide de leur destin. Notre avenir est sur les mers, et l'épée allemande ouvrira la voie. Objectif pédagogique de l'analyse de ce discours. Pour vous, apprenants, identifiez le ton. Comment décririez-vous le ton de ce discours? Martial, autoritaire, conquérant, prophétique. Analysez la vision. Quelle vision de la puissance et de la mission historique est exprimée par le Kaiser? En quoi est-ce une rupture avec la prudence bismarckienne? Comprendre le lien. Comment le discours politique de haut niveau soutient et légitime la militarisation de la société et les ambitions expansionnistes? En quoi ce discours prépare-t-il les esprits à la guerre? À retenir, le militarisme allemand ne relève pas d'une simple stratégie défensive. Il est structurant pour la société, mobilisateur dans l'éducation et la culture, et agressif sur la scène internationale. Il prépare psychologiquement la population à la guerre, bien avant 1914, en la présentant comme une voie naturelle et glorieuse vers la grandeur nationale. Question de réflexion rapide. Comment la course aux armements navals entre l'Allemagne et le Royaume-Uni a-t-elle contribué à rendre la guerre presque inévitable, même si aucun des deux pays ne souhaitait nécessairement un conflit immédiat? Pensez à l'escalade et à la méfiance. Activité pédagogique et évaluation. 1. Devoir écrit, analyse des tensions. Pré-1914, analyse théorique. Ce devoir est une opportunité de démontrer votre compréhension des dynamiques complexes qui ont conduit à la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'un exercice de synthèse et d'analyse. Sujet. En vous appuyant sur l'ensemble des éléments étudiés dans les focus 1 et 2 de ce chapitre 1, expliquez en quoi la montée en puissance de l'Allemagne entre 1871 et 1914 a été perçue comme une menace par les autres grandes puissances européennes, et comment les nationalismes, français, allemands, etc., ont contribué à cette perception mutuelle de menace et à l'escalade vers la guerre. Consigne. Rédigez un texte structuré d'environ 600 à 700 mots. Votre texte doit comporter une introduction, présentation du contexte et de la problématique, un développement argumenté avec des paragraphes distincts pour chaque idée. Chaque idée doit être une réponse à une partie du sujet, appuyée par des exemples. Et une conclusion. Synthèse de vos arguments et ouverture sur la suite. Appuyez-vous sur des faits précis et des concepts clés étudiés. N'hésitez pas à mentionner les éléments suivants pour enrichir votre argumentation. L'unification allemande de 1871 et ses conséquences territoriales et symboliques, le rôle de Versailles, l'Alsace-Lorraine. Les caractéristiques de la Weltpolitik et ses implications. Expansion coloniale, course navale et son impact sur le Royaume-Uni. Le développement économique et militaire allemand, chiffres clés, exemples d'entreprises comme Krupp, Siemens. Le militarisme dans la société allemande, service militaire, influence de l'armée sur la politique, la culture. Les manifestations et les impacts du revanchisme français, le rôle de l'école, de la culture, des alliances diplomatiques. Mettez clairement en évidence les réactions spécifiques et les inquiétudes des autres pays, France, Royaume-Uni, Russie, face à cette puissance montante et à ces nationalismes.
Il ne s'agit pas juste de lister, mais d'expliquer pourquoi ces puissances se sont senties menacées. Utilisez un langage académique précis et clair. Structurez vos phrases. Utilisez des connecteurs logiques. Ainsi, en outre, par conséquent, etc. Pour une meilleure fluidité. Objectif pédagogique de cette activité. Comprendre en profondeur les origines des tensions internationales avant 1914. Analyser le rôle complexe et multidimensionnel des nationalismes et du militarisme comme moteur de conflit. Développer une argumentation claire, logique et solidement documentée, essentielle pour l'analyse géopolitique. Synthétiser une grande quantité d'informations pour construire une réponse cohérente. 1. Exercice de mise en situation, la réunion de crise, application pratique. Cet exercice vise à vous placer dans une situation d'analyse géopolitique concrète, en simulant un scénario de tension internationale basé sur les dynamiques étudiées. Scénario. Nous sommes en octobre 1911, en pleine seconde crise marocaine, crise d'Agadir. L'Allemagne a envoyé la canonnière Panthère à Agadir, au Maroc, pour protester contre l'influence française croissante dans la région. Cette action a exacerbé les tensions entre l'Allemagne d'un côté et la France et le Royaume-Uni de l'autre. Le monde entier retient son souffle, craignant une guerre européenne. Vous êtes conseiller, en analyse géopolitique auprès du gouvernement d'un pays neutre, mais préoccupé par la stabilité européenne, par exemple la Belgique ou la Suisse. Votre rôle est de préparer une note d'analyse pour votre ministre des Affaires étrangères afin de l'aider à comprendre la situation et à anticiper les risques. Votre mission. Rédiger une note d'analyse, environ 400 mots. Votre note doit répondre aux questions suivantes, en s'appuyant sur les connaissances acquises. 1. Contexte de la crise. Rappelez brièvement les dynamiques qui ont conduit à cette crise spécifique de 1911. Mentionnez le rôle de la Weltpolitik, la course aux colonies, les crises marocaines précédentes, etc. 1. Perception et intention. Comment l'Allemagne perçoit-elle son action et quels sont ses objectifs probables en envoyant la Panthère? Pensez à la Weltpolitik, aux besoins de prestige, à la volonté de tester les alliances. Comment la France et le Royaume-Uni perçoivent-ils cette action allemande? Quelles sont leurs principales inquiétudes et quels sont leurs objectifs probables? Pensez au revanchisme, à la suprématie navale, à la protection de leurs empires coloniaux. 1. Risque d'escalade. Identifiez au moins 2 mécanismes, militarisme, alliance, nationalisme, etc., qui pourraient transformer cette crise locale en un conflit européen généralisé. Expliquez brièvement pourquoi ces mécanismes sont dangereux dans ce contexte. 1. Recommandations pour votre ministre. Quelle piste diplomatique votre pays pourrait-il envisager pour tenter de désamorcer la crise, ou, du moins, de protéger ses intérêts? Exemple, appel au calme, proposition de médiation, renforcement de la neutralité, etc. Soyez réaliste pour l'époque. Consignes supplémentaires. Structurez votre note avec des titres clairs pour chaque section. Utilisez un ton professionnel et objectif. Mettez en évidence les interconnexions entre les différentes causes de tension, économiques, militaires, diplomatiques, idéologiques. Montrez votre capacité à appliquer les concepts théoriques à une situation historique concrète. 1. Exercice de mise en situation. Crise en RDC. Application pratique, contexte actuel. Cet exercice vous place dans un contexte de tension régionale africaine, en simulant une crise impliquant la République démocratique du Congo, RDC, et ses voisins. Scénario. Nous sommes en juin 2025. La RDC est confrontée à une recrudescence des violences dans sa province du Nord Kivu, impliquant divers groupes armés et des tensions avec le Rwanda voisin, accusé de soutenir certains de ces groupes. La situation humanitaire se dégrade et la communauté internationale s'inquiète d'une possible escalade régionale. Vous êtes analyste géopolitique, travaillant pour une ONG internationale présente en RDC. Votre rôle est de rédiger une note d'analyse pour le siège de votre organisation, afin d'évaluer les risques et de proposer des recommandations d'action. Votre mission. Rédiger une note d'analyse, environ 400 à 600 mots. Votre note doit répondre aux questions suivantes. 1. Contexte de la crise. Rappelez brièvement les facteurs historiques et politiques qui contribuent à l'instabilité dans l'est de la RDC. Mentionnez les conflits passés, les enjeux ethniques, l'exploitation des ressources, les acteurs régionaux. 2. Acteurs et motivations. Identifiez les principaux acteurs impliqués,
gouvernement de la RDC, groupes armés, Rwanda, etc. et analysez leurs motivations et leurs objectifs probables. 1. Risque d'escalade. Quels sont les principaux risques d'escalade régionale? Impliquez-vous d'autres pays? Une intervention internationale est-elle probable? Quelles seraient les conséquences humanitaires et sécuritaires? 1. Recommandations pour votre ONG. Quelles actions votre organisation pourrait-elle entreprendre pour atténuer la crise ou protéger les populations civiles? Aide humanitaire, plaidoyer diplomatique, dialogue avec les acteurs, etc. Consignes supplémentaires, structurez votre note avec des titres clairs pour chaque section. Utilisez un ton professionnel et objectif. Mettez en évidence les interconnexions entre les facteurs politiques, économiques et sécuritaires. Montrez votre capacité à proposer des solutions réalistes et adaptées au contexte. Envoyez vos réflexions à contactinternationalsrm.org, contactsrm@internationalsrm.org. Focus 3. Les Balkans, foyer de tensions et de nationalismes ethniques. Introduction. Du focus, la poudrière européenne au bord de l'explosion. Chers apprenants, bienvenue dans ce troisième focus de notre chapitre sur les grands conflits et alliances du XXe siècle. Nous avons déjà exploré la montée en puissance de l'Allemagne, avec son unification par le fer et le sang, et sa Weltpolitik ambitieuse. Nous avons également analysé le profond revanchisme français, né de l'humiliation de 1871. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une région qui, malgré sa taille relativement modeste, allait devenir le détonateur de la Première Guerre mondiale, les Balkans. Imaginez un immense réservoir de gaz, rempli de tensions historiques, de rivalités impériales et de jeunes nations impatientes. C'est précisément ce que représentaient les Balkans entre 1878 et 1914. Un véritable tonneau de poudre où la moindre étincelle pouvait provoquer une explosion continentale. Ce focus est crucial pour comprendre le mécanisme d'engrenage qui mènera à la Grande Guerre. Il vous permettra de saisir comment des dynamiques locales et régionales peuvent avoir des conséquences mondiales. Objectifs pédagogiques spécifiques, à l'issue de cette séquence, vous serez capable de identifier les facteurs clés de fragmentation et de convoitise dans la péninsule balkanique, expliquer le rôle complexe et souvent conflictuel des nationalismes, panslavisme, nationalisme serbe, dans la région, analyser les défis internes auxquels est confronté l'Empire austro-hongrois et ses réactions face au mouvement nationaliste, comprendre pourquoi les Balkans ont été surnommés la poudrière de l'Europe et en quoi cela a contribué au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Appliquer ces connaissances à travers des exercices interactifs, y compris l'analyse de cartes historiques. 1. Une région fragmentée et convoitée, le déclin des empires, l'émergence de jeunes nations. Imaginez une mosaïque complexe où chaque pièce tente de trouver sa place, souvent au détriment des autres. C'était la réalité des Balkans à la fin du XIXe siècle. La lente agonie des hommes malades de l'Europe. L'Empire ottoman. Depuis le XVIIe siècle, l'ancien homme malade de l'Europe perdait progressivement son emprise sur ces vastes territoires. Les Balkans, autrefois sous sa domination quasi totale, étaient devenus une zone de recul. Ce retrait ottoman créait un vide de pouvoir et des opportunités pour les puissances voisines et les populations locales d'affirmer leurs ambitions. C'était un peu comme un château de sable qui s'écroule lentement, laissant des pierres éparses que chacun essaie de ramasser. L'Empire austro-hongrois, ce double monarchie, était également en proie à de profondes tensions internes. Composé d'une multitude de nationalités, autrichiens, hongrois, tchèques, slovaques, polonais, croates, serbes, slovènes, italiens, roumains, il était une véritable cocotte minute où les revendications nationalistes bouillonnaient sous le couvercle impérial. Sa survie dépendait du maintien d'un certain équilibre et de la répression des mouvements séparatistes. La naissance tumultueuse de jeunes États. À mesure que les empires reculaient, de jeunes nations, souvent issues de luttes d'indépendance sanglantes, voyèrent le jour. Ces États, fraîchement émancipés, étaient animés par un puissant nationalisme et un désir d'agrandir leur territoire. Pensez à eux comme de jeunes lions affamés, cherchant à marquer leur territoire. La Serbie, indépendante en 1878, était le plus ambitieux de ces nouveaux venus. Elle rêvait de rassembler tous les Slaves du Sud, yougoslaves, dans une grande Serbie, un projet qui empiétait directement sur les territoires austro-hongrois peuplés de Slaves. D'autres États comme la Bulgarie, le Monténégro, la Roumanie et la Grèce
cherchaient également à étendre leurs frontières, souvent au détriment les uns des autres, ce qui entraînait des conflits locaux. Les guerres balkaniques de 1912-1913, juste avant la Première Guerre mondiale, sont un exemple parfait de ces rivalités. Question de réflexion interactive. Imaginez que vous soyez un diplomate européen en 1890. Voyant l'effritement de l'Empire ottoman et l'émergence de ces nouveaux États, quelles seraient vos principales inquiétudes pour la stabilité de l'Europe? Prenez quelques instants pour formuler votre réponse avant de passer à la section suivante. 1. Le panslavisme, une idéologie fédératrice et explosive soutenue par la Russie. Au cœur de ces tensions se trouvait une idéologie puissante, le panslavisme. Qu'est-ce que le panslavisme? C'est un mouvement idéologique, politique et culturel qui prône l'unité et la solidarité de tous les peuples slaves. Il repose sur l'idée que ces peuples partagent une origine, une langue, une culture et souvent une religion, l'orthodoxie, commune, et qu'ils devraient en former une entité politique unie, ou du moins s'entraider face aux menaces extérieures. Pour les Slaves des Balkans, Serbes, Bulgares, etc., le panslavisme était une source d'espoir et un levier pour se libérer de la domination ottomane ou austro-hongroise. Le rôle ambigu de la Russie. La Russie impériale, la plus grande puissance slave et majoritairement orthodoxe, se posait naturellement en grande sœur et protectrice des Slaves des Balkans. Elle instrumentalisait le panslavisme pour étendre sa propre influence dans la région. Pourquoi cette protection? Au-delà de la fraternité slave, la Russie avait des intérêts stratégiques majeurs. Accès aux mers chaudes, contrôler les Balkans et influencer les détroits ottomans, Bosphore et Dardanelles était vital pour la marine russe, lui permettant d'accéder à la mer Méditerranée toute l'année sans être bloqué par les glaces. Prééminence géopolitique, affirmer son rôle de puissance majeure en Europe et au Proche-Orient. La Serbie, en particulier, était le principal allié et client de la Russie dans les Balkans. Le panslavisme face à l'Autriche-Hongrie, un affrontement inévitable. L'expansion de l'influence russe et l'aspiration panslave des Serbes constituaient une menace existentielle directe pour l'Autriche-Hongrie. Pourquoi? Parce que l'empire des Habsbourg comptait des millions de Slaves, Croates, Slovènes, Serbes de Bosnie, Tchèques, etc., qui pourraient être tentés de rejoindre le mouvement panslave et de réclamer leur indépendance, entraînant la dislocation de l'empire. Ainsi, le panslavisme, au lieu d'être un simple concept, devint une arme idéologique et diplomatique aiguisée, exacerbant les rivalités internationales entre les grandes puissances européennes, notamment entre la Russie et l'Autriche-Hongrie, soutenue par l'Allemagne. 1. L'empire austro-hongrois face à la fragmentation. Un géant aux pieds d'argile. L'Autriche-Hongrie est un acteur central de la crise balkanique. Sa structure interne fragile la rendait particulièrement vulnérable aux remous nationalistes. Un empire mosaïque. Comme mentionné, l'empire austro-hongrois était un État multinational, gouverné par la dynastie des Habsbourg. Les populations dominantes étaient les Autrichiens, germanophones et les Hongrois. Cependant, l'empire englobait une myriade d'autres groupes ethniques, chacun avec sa propre langue, culture et souvent des aspirations nationales distinctes, tchèques, polonais, ukrainiens, roumains, slovènes, croates et surtout des Serbes, notamment en Bosnie-Herzégovine. Imaginez une corde tressée de nombreux fils différents. Si un seul fil commence à se défaire, toute la corde est menacée de se rompre. La crainte de l'éclatement. Pour Vienne et Budapest, les capitales des parties autrichiennes et hongroises de l'Empire, la montée du nationalisme slave, et en particulier le projet de Grande Serbie, représentait un danger existentiel. Ils craignaient que les Serbes de Bosnie-Herzégovine ne fassent sécession pour rejoindre le royaume de Serbie, entraînant un effet domino de revendications similaires par d'autres minorités, conduisant à la dislocation de l'Empire. Maintenir l'intégrité de l'Empire était la priorité absolue de la politique étrangère et intérieure austro-hongroise dans les Balkans. L'annexion de la Bosnie-Herzégovine, 1908, le coup de poker qui met le feu aux poudres. Depuis le congrès de Berlin, 1878, l'Autriche-Hongrie administrait la Bosnie-Herzégovine, mais elle faisait encore officiellement partie de l'Empire ottoman. En 1908, Vienne décide unilatéralement de l'annexer purement et simplement. Pourquoi est-ce si grave? Pour la Serbie, c'était un coup de poignard. La Bosnie-Herzégovine avait une population importante de Serbes et était considérée par Belgrade comme un territoire faisant partie de son projet de Grande Serbie.
L'annexion mettait fin à tout espoir d'une union pacifique et renforçait le ressentiment serbe. Pour la Russie, c'était une humiliation diplomatique. La Russie, protectrice des slaves, se sentait trahie et affaiblie sur la scène internationale, car elle n'avait pas pu empêcher cette annexion. Augmentation des tensions. Cette annexion a exacerbé les tensions entre l'Autriche-Hongrie, soutenue par l'Allemagne, et la Serbie, soutenue par la Russie, rendant un conflit quasi inévitable. Elle a montré que l'Autriche-Hongrie était prête à des actions unilatérales pour affirmer son autorité dans la région. Question de réflexion approfondie. Considérez la position de l'Autriche-Hongrie. Dans quelle mesure l'annexion de la Bosnie-Herzégovine était-elle à la fois une tentative de renforcer sa position et, paradoxalement, un acte qui la rendait encore plus vulnérable au nationalisme? Expliqué. Synthèse générale du chapitre 1. L'Europe à fleur de guerre, 1871-1914. Chers participants au mini-master professionnel, nous achevons ce chapitre fondamental en ayant analysé les forces systémiques et les vecteurs de risque qui ont conduit l'Europe vers la Première Guerre mondiale. Il ne s'agissait pas de simple narration historique, mais d'une déconstruction analytique des mécanismes qui transforment des tensions latentes en un conflit global. Cette compétence est cruciale pour votre futur rôle professionnel en analyse géopolitique, défense et sécurité internationale, où l'identification des signaux d'alerte, l'évaluation des vulnérabilités et l'anticipation des escalades sont primordiales. Récapitulatif des tensions clés. Les vecteurs de risque analysés. Pour une maîtrise professionnelle de ce chapitre, il est impératif de comprendre non seulement les faits historiques, mais aussi leur fonctionnement comme vecteur de risque au sein du système international de l'époque. 1. Le revanchisme français, Focus 1, un facteur d'insécurité, structurant pour l'équilibre continental, nature et portée stratégique. Au-delà du simple ressentiment populaire, le revanchisme français post-1871 est devenu une constante stratégique structurante de la politique étrangère de Paris. Il a systématiquement orienté la diplomatie vers l'encerclement de l'Allemagne et la recherche d'alliances, triple entente, visant à restaurer un équilibre des puissances jugées favorables à une éventuelle reprise de l'Alsace-Lorraine. Implication pour l'analyste. Cet exemple illustre comment un traumatisme national profond peut transformer un État en un acteur persévérant et rigide, affectant durablement la stabilité régionale et mondiale. 1. La montée en puissance allemande. Focus 2. Le choc frontal avec l'ordre hégémonique établi. Nature et portée stratégique. L'unification et la Weltpolitik de Guillaume II ne sont pas de vagues ambitions, mais une stratégie délibérée d'affirmation de puissance globale, remettant en question l'hégémonie britannique et le statu quo continental. La construction de la Hoxie-Flotte était un défi direct à la suprématie navale britannique, déclenchant une course aux armements exponentielle et une polarisation accrue des blocs. Implication pour l'analyste. Cette étude de cas démontre comment une politique d'affirmation nationale agressive, pouvant être interprétée comme expansionniste, génère des dilemmes de sécurité pour les puissances établies, menant inéluctablement à une compétition stratégique. 1. Les Balkans, la poudrière, Focus 3, l'épicentre des vulnérabilités systémiques, nature et portée stratégique. Cette région était un carrefour de multiples tensions latentes, le déclin accéléré des empires, ottomans, austro-hongrois, créant un vide de pouvoir, l'émergence de nationalismes ethniques intransigeants, notamment le projet de Grande Serbie, et la confrontation directe entre les sphères d'influence russes, via le panslavisme, et austro-hongroise. L'annexion de la Bosnie-Herzégovine en 1908 est un précédent d'escalade unilatérale qui a exposé la fragilité de la diplomatie et l'impasse des mécanismes de désescalade. Implication pour l'analyste. Cet exemple souligne comment des conflits périphériques peuvent devenir des catalyseurs de crise majeures lorsque des intérêts vitaux de grandes puissances s'y superposent, révélant la vulnérabilité structurelle du système d'alliance. 1. La course aux armements et le système d'alliance rigide, le mécanisme de l'engrenage fatal, nature et portée stratégique. La course aux armements n'est pas un phénomène linéaire, mais une boucle de rétroaction alimentée par la défiance mutuelle. Le système d'alliance, triple alliance versus triple entente, bien que théoriquement conçu pour la dissuasion, a paradoxalement augmenté le risque de généralisation d'un conflit. Une crise bilatérale locale déclencherait automatiquement une réaction en chaîne, un effet domino incontrôlable. Implication pour l'analyste. Il est crucial d'analyser comment la recherche individuelle de sécurité, par l'armement et les alliances, peut collectivement générer une insécurité systémique accrue,
le dilemme de sécurité, rendant la gestion de crise extrêmement complexe, voire impossible, une fois l'étincelle allumée. Ce chapitre vous a fourni une grille d'analyse fondamentale pour décrypter les dynamiques des conflits majeurs. Votre capacité à transposer cette analyse historique aux enjeux contemporains est une composante clé de votre expertise professionnelle. 1.2. La Seconde Guerre mondiale, 1939-1945.